J'ai le grand plaisir de vous présenter. Donc, vous savez que depuis 2 ans, on a mis en place une enquête Société française de gériatrie et gérontologie sur nos pratiques un jour donné. Alors maintenant, c'est toujours le 21 juin, donc j'espère qu'on va continuer à cette date-là, c'est la fête de la musique. Donc un jour donné, l'année dernière, c'est les anticoagulants. Je vous donnerai des nouvelles de l'article sur les anticoagulants. Et cette année, donc, l'enquête PUG, pratique, usage en gériatrie et gérontologie, autour du diabète, et donc des thérapeutiques du diabète. Donc normalement, toutes les personnes qui sont inscrites à la Société française de gériatrie et gérontologie reçoivent les emails pour participer le jour donné, donc le 21 juin. Les critères d'inclusion, donc c'était des gens âgés de plus de 80 ans, le 21 juin, qui étaient soit en court séjour, soit en SSR, soit en SLD, soit en EHPAD, et qui recevaient un traitement antidiabétique ce jour-là. Alors, on a reçu, comme avec les anticoagulants, beaucoup de réponses. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait avancer notre société, que tout le monde participe à des enquêtes d'usage, de pratique, et puis on réfléchit ensemble. Et on va voir qu'il y a des résultats tout à fait intéressants. Vous voyez que donc 324 investigateurs, ce qui fait un total de 14 900 patients. Donc il y a vraiment une représentativité importante. Et quand on regarde, j'ai pas mis en fonction des départements, mais il n'y a pas qu'une seule région qui a répondu. Tout le monde répond. Vous voyez que si on regarde dans les structures qui a répondu, donc grande majorité, il y a une grande mobilisation des médecins coordinateurs. 49% des patients, donc des patients ou des médecins aussi, étaient en EHPAD. 12% en court séjour, 18% en SSR et 21% en USLD. Donc vous voyez que c'est tout à fait représentatif de notre société. Donc premier résultat, si on regarde le 21 juin, combien il y avait de gens traités pour un diabète dans les services de gériatrie, on tombe à 12%. Donc c'est un chiffre important, 12%. Vous voyez qu'en fonction, il y a un peu plus en court séjour en SSR, un tout petit peu moins en EHPAD. Donc on retient un premier chiffre, 12%. Donc on n'avait pas vraiment ce chiffre. Donc on a un vrai chiffre maintenant. Si on compare avec les données de la CNAM publiées, vous voyez qu'on était à peu près à des chiffres similaires, 14% pour les hommes et 11% pour les femmes. On a vraiment une population gériatrique, donc on n'avait pas de données disponibles en France sur cette population à un échelon important comme ça. Vous voyez 86 ans de moyenne d'âge, essentiellement des femmes. Au premier résultat, on en reparlera, mais vous voyez que l'hémoglobine glyquée en moyenne est à 7,5, une glycémie à 7,9 en millimol. Nombre de médicaments, on en a parlé tout à l'heure, vous voyez que c'est quand même correct, 8,6 médicaments. Et un score de Charlson qui correspond aux comorbidités qui est élevé, 4,05, ça correspond donc bien à nos patients très âgés, polypathologiques. L'ancienneté du diabète, alors vous voyez que 40% des gens ont déjà un diabète de plus de 10 ans, 23, 1 à 5 ans, 5 à 10 ans, et beaucoup moins, mais il y en a quand même 14% qui ont un diabète donc depuis moins d'1 an. La population, donc on a vu beaucoup de comorbidités. Si on prend le score, vous voyez que la majorité en GIR2, mais il y a aussi beaucoup de GIR1 et GIR3 et très peu de GIR5, 6, ce qui est assez logique dans nos établissements. On a vu qu'il y avait beaucoup de comorbidités. Principales comorbidités rapportées sont les pathologies démentielles. Ensuite, la dépression. Ensuite viennent toutes les pathologies cardiovasculaires, la fibrillation atriale, l'artérite, l'insuffisance cardiaque, l'AVC, l'infarctus et le cancer. Donc vous voyez beaucoup de comorbidités avec la démence en numéro 1. On reconnaît bien des patients de nos structures. Et donc j'ai dit 8,6 médicaments en moyenne. Vous voyez que ça peut aller jusqu'à 22. Celui qui a 22 comprimés, il a bien mangé le matin. Fonction rénale. Donc nos patients dans les structures gériatriques ont le plus souvent une clairance de la créatinine entre 30 et 60. Même dans cette population de diabétiques, il n'y a finalement que 15% avec une clairance inférieure à 30.
et 60% supérieur à 30. C'est vrai que les patients diabétiques sont souvent un peu gros, et donc dans le calcul de la clairance, vous avez le poids qui peut faire qu'il n'y a pas tant que ça de clairance inférieure à 30. Alors une des questions était la complication. Alors professeur Claude Jandel avait mis les incontinences urinaires, on en avait pas mal discuté, donc je l'ai laissé dans les complications du diabète. Vous voyez que du coup ça ressort à 58%. Mais le chiffre qui est à mon avis très important, c'est l'hypoglycémie. Vous voyez, 25% des patients ont présenté l'hypoglycémie. On va voir que c'est vraiment notre préoccupation, l'hypoglycémie, ce qui paraît tout à fait pertinent. Donc 25% d'hypoglycémie, c'était dans l'année. Un pied diabétique, 8%. L'hypotension, vous voyez que là, on ne retrouve pas des chiffres énormes. On aurait pu penser qu'il y avait plus d'hypotension orthostatique. Alors, est-ce qu'elle n'a pas été mesurée régulièrement ou pas? C'est possible, puisqu'en général, on a des chiffres un peu plus élevés de prévalence d'hypotension orthostatique chez des patients âgés, en plus diabétiques. Normalement, on cumule le risque. Et puis 2% qui avaient présenté des épisodes de coma, notamment hyperosmolaire. Alors sur les hypoglycémies, vous voyez que je vous ai rappelé 25% d'hypoglycémie, et on voit que les hypoglycémies, c'est quelque chose de fréquent, puisque plus de la moitié étaient des hypoglycémies récentes, dans les moins de 3 mois, ou dans les 3 à 12 mois. Donc vous voyez que la majorité des hypoglycémies, il y avait eu au moins un épisode d'hypoglycémie dans l'année. Donc c'est vraiment quelque chose de très fréquent et qui peut compliquer, on va voir, la prise en charge thérapeutique. Sur l'objectif, à combien était l'hémoglobine glyquée? Donc vous voyez 7,5% en moyenne. On prend le premier chiffre, hémoglobine glyquée inférieure à 8%, on a 62% de la population donc a une hémoglobine glyquée inférieure à 8. Donc ça veut dire qu'il y en a 38% qui ont quand même une hémoglobine glyquée assez élevée. Après, si on regarde plusieurs seuils, puisque vous savez qu'en fonction de l'état de comorbidité du patient, on peut se fixer plusieurs types d'objectifs. On voit que l'objectif à 7,5 est atteint pour la moitié des patients, l'objectif inférieur à 7 pour un tiers, et l'objectif vraiment strict, qui est probablement trop strict à cet âge, 23%. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que 62% ont une hémoglobine glyquée inférieure à 8, ce qui n'est pas si mal. Après, on peut dire qu'il y en a quand même 38% qui sont encore au-dessus. Pour la pression artérielle, là, c'est plutôt pas mal. Vous voyez que si on regarde l'objectif d'une pression inférieure à 150, 85% des gens ont une pression artérielle. Donc on voit que les mentalités, les pratiques changent. Il n'y a pas longtemps, l'hypertension artérielle chez les plus âgés, c'était pas ça comme contrôle. Donc on arrive à 85%. On sait que c'est très important puisque chez une personne âgée, si je compare le risque de l'hémoglobine glyquée élevée ou le risque de la pression artérielle élevée, ce qui est plus grave, c'est la pression artérielle élevée. C'est ça qui va donner l'AVC. L'hémoglobine glyquée, c'est grave aussi, mais c'est moins grave en comparaison que la pression artérielle élevée. Et on voit que les praticiens ont bien intégré ce message, 85% avec une pression inférieure à 150. Si on prend l'objectif qui est des fois recommandé chez les patients un peu moins gériatriques, 140-90, on voit que c'est pas mal non plus, 66% de ces patients-là ont une pression bien contrôlée. Et si on prend l'objectif qu'il ne faut a priori pas se fixer chez les patients polypathologiques de plus de 80 ans, qui est celui qu'on me proposerait à moi, si je suis encore jeune, qui était une pression inférieure à 130-80, on voit qu'il y a quand même 38% de ces patients qui ont un objectif très important, mais peut-être que là c'est un peu trop, peut-être qu'on n'a pas fait exprès. En tout cas, le vrai chiffre, c'est que moins de 150, on a quand même 85%, et ça, je pense que c'est un très bon, c'est quelque chose d'un très bon résultat. Si on regarde la surveillance, donc on voit que le fond d'œil est réalisé dans 30% des cas au cours de la dernière année, qu'il y a une évaluation aussi de la protéinurie dans 31% des cas, et la microalbuminurie beaucoup moins, ce qui est assez logique parce que la microalbuminurie à l'âge de 80 ans est probablement beaucoup moins intéressant du risque de faire une insuffisance rénale dans 20 ans et moins pertinent, donc c'est assez logique. Alors on arrive à la plaque des traitements qui est très instructive. Vous voyez, quand on regarde les traitements, bien largement le médicament le plus prescrit pour la prise en charge du diabète en gériatrie, c'est l'insuline. On est à pratiquement 70% de prescription d'insuline dans nos structures. Donc
On a une présentation qu'on fera je crois que c'est demain soir, sur la prise en charge du diabète chez les plus de 80 ans en ville. Rien à voir, hein. C'est pas du tout les mêmes médicaments, et c'est plutôt la metformine qui arrive en numéro 1, alors que là, vous voyez largement l'insuline en numéro 1. Et c'est assez logique vu le profil de notre population. Vous voyez que la metformine est prescrite dans 20% des cas. Les sulfamides hypoglycémiants, seulement 12% des cas, et ça c'est plutôt pas mal, puisque vous savez que c'est de larges pourvoyeurs d'hypoglycémie, en particulier en cas d'insuffisance rénale. Les glinides sont aussi peu prescrits, sont d'ailleurs a priori pas recommandés après 75 ans, 12%. Les inhibiteurs des DPP4 qui viennent d'arriver sont pour l'instant prescrits qu'à 3%, mais c'est assez récent comme prescription. Les inhibiteurs de la glucosidase, 2%, pourtant ils ne donnent pas d'hypoglycémie comme les inhibiteurs de la DPP4, mais ceux-là par contre ils sont mal tolérés, ils donnent des gaz. Et puis les agonistes GLP-1 ne sont pas non plus utilisés et recommandés chez les gens très âgés. Donc vous voyez que largement on utilise des médicaments, on a peur des hypoglycémies avec les sulfamides, les glinides. La metformine, on est souvent gêné avec la fonction rénale, donc on utilise majoritairement l'insuline chez ces patients polypathologiques. Alors vous voyez que l'insuline seule, c'est 56%, 30% les antidiabétiques oraux quand je les mets tous ensemble, et les bithérapies, vous voyez que sont rares, hein, ça c'est plutôt pas mal aussi. Insuline plus antidiabétiques oraux, on est seulement à 12%, c'est vrai que là, ça doit être les patients les plus compliqués à gérer, mais qui a un risque supplémentaire d'hypoglycémie avec ces bithérapies. Alors si on regarde les prescriptions en fonction du type de population, vous voyez que c'est le plus largement en unité de soins de longue durée que vous avez les prescriptions importantes d'insuline, alors que dans les autres structures, on est plutôt autour de 50%. Donc, on comprend bien, c'est les patients avec le plus de comorbidité, les plus lourds, le plus d'insuffisance rénale, qui utilisent l'insulinothérapie. Et du coup, il y a un peu plus d'antidiabétiques oraux dans les autres structures et un petit peu moins dans les unités de soins de longue durée. Mais quand même, toujours en numéro 1, largement l'insuline. Pour finir, si je regarde les autres thérapeutiques, donc vous savez qu'il est fortement recommandé d'avoir un bloqueur du système rénine-angiotensine, soit un IEC, soit un ARA2. On arrive à 48%, donc là, c'est seulement la moitié, alors qu'il y a probablement, théoriquement, plus d'indications, à être encore plus, mais enfin c'est déjà pas mal, 50%. On voit que les diurétiques, qui sont souvent recommandés en numéro 2 après un bloqueur du système rénine-angiotensine, arrivent à 39% des cas. Les bêta-bloquants, qui théoriquement, là, dans cette partie-là, ne sont pas recommandés en cas de diabète, mais par contre sont recommandés en cas d'autres pathologies. C'est sûrement dans ce cadre-là qu'ils ont été prescrits, coronaropathie, insuffisance cardiaque ou fibrillation atriale. Les antagonistes calciques dans 27% des cas. Ils sont souvent recommandés en cas de diabète, surtout quand on a des difficultés à faire baisser la pression artérielle avec simplement le bloqueur du système rénine-angiotensine. Les antiagrégants plaquettaires, 53% des cas, ce qui fait, si on pense que là ce sont les coronariens à 30%, ça fait même un peu plus. Alors il y a peut-être les patients avec AVC, puisque l'indication n'est pas uniquement diabète ou 80 ans. L'indication des antiagrégants, c'est en cas d'infarctus, de coronaropathie ou d'AVC. On en reparlera tout au long du congrès. Vous savez que maintenant, l'aspirine, en cas de fibrillation atriale, a sauté des recommandations, elle n'est plus indiquée. Donc, on reparlera longuement de cette grande nouveauté sur l'aspirine en cas de fibrillation atriale. Et puis, vous voyez que les statines, dans 33% des cas, ce qui correspond à peu près aux bêta-bloquants et probablement des coronaropathies, ce qui est assez logique. Donc, toutes ces prescriptions sont logiques. On aurait pu penser un petit peu plus de bloqueurs du système rénine-angiotensine qui ont vraiment démontré un bénéfice sur la morbimortalité chez les diabétiques et qui sont quand même, en général, bien tolérés, même après 80 ans. Donc, pour retenir quelques chiffres de cette belle enquête commune, Société française de gériatrie et gérontologie, on peut retenir 12% de patients diabétiques quand on fait comme ça une coupe un jour donné. On peut retenir le deuxième chiffre de 25% d'hypoglycémie, c'est quand même 1 sur 4 qui nous a posé un problème d'hypoglycémie. Et donc ça, c'est vraiment très important dans le choix de la prise en charge et du traitement antidiabétique. 62% des patients ont une hémoglobine glyquée inférieure à 8%. C'est pas mal. Il en reste 38 qui sont probablement plus compliqués à gérer, mais on comprend bien qu'ils sont plus compliqués à gérer à cause des problèmes d'hypoglycémie.
Et là, c'est vrai que le recours soit à l'insuline, soit aux antidiabétiques oraux qui ne donnent pas d'hypoglycémie peut être intéressant. Un résultat qui est très rassurant, c'est la bonne prise en charge de la pression artérielle. Pression artérielle systolique inférieure à 150 dans 85% des cas. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait peu d'hypotension orthostatique, puisque vous savez que, ce que Gilles a montré tout à l'heure, on revient un peu sur l'histoire d'hypotension, c'est qu'en fait, mieux je traite l'hypertension, moins j'ai d'hypotension, ce qui n'est pas forcément ce qu'on a à l'esprit. En fait, le fait de bien contrôler l'hypertension fait aussi que j'ai moins d'épisodes d'hypotension orthostatique. Et puis, dernier résultat majeur, c'est que le traitement en gériatrie du diabète, c'est l'insuline, et c'est un peu ce qui est écrit c'est même ce qui est écrit dans la plupart des recommandations sur ce profil de patient, insulinothérapie, et c'est ce qui est fait. Donc, on a plutôt des pratiques et usages qui sont très satisfaisantes, et donc ça nous encourage. On fait de la bonne médecine gériatrique dans nos structures. Alors, pour finir, je vous avais présenté l'année dernière les résultats sur les AVK, donc on a travaillé, on a terminé l'article, le papier est en cours de relecture entre nous et ensuite va partir pour une soumission au JAGS, il y a un jet de trop. Alors j'avais promis, c'est ce que je ferai à chaque fois, toutes les personnes qui ont répondu sont citées dans l'article. Du coup, ça prend du temps parce que vous savez, il y a près de 400 personnes, mais on remet tous les noms. Donc quand vous remplissez, mettez bien votre nom lisible. Et puis, votre localisation, parce que si j'arrive pas à mettre le nom de la ville ou de l'hôpital, malheureusement, je peux pas tout mettre. Donc, il y a toujours une fiche où il y a les coordonnées à bien remplir. Et je pense qu'avec cette mise en place des pratiques et usages en gériatrie, on fait quelque chose, on avance vraiment. Et donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. On va retrouver un thème pour que vous puissiez participer tous de façon aussi active. Donc, merci à tous.